Très heureux d'être parmi vous. Je me présente peut-être brièvement. Donc Max Servan Gastino. J'enseigne les relations internationales à l'Institut catholique de Paris. Je suis essayiste puisque j'ai publié plusieurs livres, notamment aux éditions du CERF. Et puis par ailleurs, dans la vie tout court, je suis lobbyiste. On a parlé de lobbying depuis le début de la journée. Lobbyiste plutôt dans l'énergie, puisque je défends les intérêts français depuis plusieurs années, notamment dans le secteur de l'énergie. On parle de démocratie et de comment retrouver la démocratie. Et donc moi je voudrais quand même commencer par un petit effort de définition. C'est quoi la démocratie? Alors il y a une référence qui va faire plaisir à Emmanuel Macron. Je veux parler de Paul Ricoeur. Alors, je ne vais pas me lancer dans des grandes spéculations philosophiques, je vous rassure, mais Paul Ricoeur avait une définition très simple au fond de la démocratie. Il disait la démocratie repose sur 3 D. La division, la délibération et la décision. La démocratie, c'est reconnaître que nous sommes divisés, premier D, nous ne sommes pas d'accord. Qu'il faut donc débattre, deuxième D, pour aboutir à une décision, troisième D. Et moi je pense que si notre démocratie est en crise aujourd'hui, et qu'il faut donc la retrouver, c'est parce que le troisième D est en crise. Il y a au fond une crise de la décision. Et la crise de la décision dans notre démocratie, dans les démocraties européennes en général, mais je pense qu'il y a une crise plus profonde en France, puisque l'évolution de notre démocratie prend le contre-pied de notre modèle républicain, je vais y revenir un petit peu. Elle est la conséquence de deux choses, cette crise de la décision. Tout d'abord, ça a été surtout rappelé dans la première table ronde, donc je ne vais pas y revenir, tout un ensemble de transferts de souveraineté, dont on voit les limites aujourd'hui à l'aune du Mercosur. Quand bien même Emmanuel Macron aurait-il voulu, depuis le début, s'opposer au Mercosur, aurait-il pu vraiment le faire? Il y a tout un processus, une mécanique européenne qui s'est enclenchée et qui réduit le pouvoir politique français à l'impuissance. Et puis il y a une dimension sur laquelle on revient assez peu, c'est que l'évolution des démocraties européennes a rendu plus ténue la relation fondamentale entre le peuple et ses élites. La démocratie, c'est une intensité civique, une sorte de connivence éthique entre un peuple et ses élites, des élites qui se sentent responsables de la sécurité, de la prospérité de ce peuple, et un peuple qui se pense comme tel, qui est réuni, transcendé par un sentiment d'appartenance à une collectivité humaine qu'on appelle une nation. Moi, il y a un terme qui m'agace beaucoup aujourd'hui, c'est le terme république, parce que je suis républicain. Et parce qu'on emploie ce terme pour lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Et encore pire, les valeurs de la République. Ça, c'est vraiment un terme que je peux plus avoir. Pour éviter justement de disserter et de spéculer sur ce qu'est la République, je pense que le mieux, c'est de faire de l'histoire. Je suis d'abord historien de formation. Et de revenir sur ce moment fondamental qui est la fin du XIXe siècle, l'institution de la Troisième République, qui a enraciné l'idée républicaine dans la France. Et au fond, je dirais, pour résumer les choses, que le modèle républicain français repose sur une conception plus athénienne que libérale de la démocratie. C'est l'idée qu'au fond, la démocratie repose sur un peuple avec un grand P, un peuple qui est doté d'une conscience collective, d'une conscience nationale qui ne tombe pas du ciel, qu'il faut réussir à lui inculquer. Et ça a été le rôle de l'école républicaine que de diffuser ce sentiment national pour transcender une France qui était encore un petit peu un conglomérat de peuples désunis, comme l'expliquait au moment de la Révolution Marat. Diffusion du sentiment national à travers notamment la transmission de l'histoire de France, pour expliquer aux petits Français qu'ils étaient les héritiers d'une histoire dont le point d'aboutissement était la République. C'était une idée au fond très collective de l'ordre national, qui s'est matérialisée aussi à travers l'institution du service national, et puis je dirais, avec le général de Gaulle, l'idée aussi que pour rendre saillant ce sentiment d'appartenance nationale, il est important aussi d'entretenir l'orgueil national. Il disait aux Français, il faut que les Français conservent l'orgueil de la France. Et donc il mettait un point d'orgue à bien
martelé chaque fois que la France se mettait à la hauteur des autres, se mettait en capacité de faire elle-même tout un ensemble de grandes choses dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique et dans le domaine notamment géopolitique. Bon. Nous sommes sortis de ce modèle républicain, qui a été largement pénétré par l'idée européenne. Et l'idée européenne, ce n'est pas simplement une architecture juridique dont on a beaucoup et brillamment parlé juste avant, c'est aussi, je dirais, une idéologie, une conception de la cité, une conception de la démocratie ou une conception post-démocratique, juridiste de la démocratie. Et donc moi je voudrais simplement insister ici sur les contours de cette idéologie européenne que d'aucuns qualifient de nouvelle idéologie allemande. Même sur le moteur philosophico-politique qui surdétermine la construction européenne, les Allemands ont un temps d'avance, ou dominent en quelque sorte. Bon. Et là, je voudrais m'arrêter sur une autre référence, une référence allemande, Jürgen Habermas. C'est très important de ne pas sous-estimer l'influence d'un certain nombre d'idées et de penseurs comme Jürgen Habermas, qui dans notamment La Constitution de l'Europe, un livre sorti en 2012 aux éditions Gallimard, revient sur ce qui fonde l'idéologie européenne. Et il dit, Jürgen Habermas, pour situer un petit peu son propos, il y a une querelle des historiens qui émerge dans les années 80 en Allemagne, et Jürgen Habermas va être celui qui dit que on n'arrivera pas à comprendre et à sortir de ce qui s'est passé au XXe siècle en Allemagne sans déconstruire l'identité allemande, sans définir la nation sur de nouvelles bases, non plus des bases romantiques qui ont préfacé le nationalisme. Le nationalisme, c'est l'exaltation de spécificités nationales, culturelles, spirituelles. Il faut déconstruire justement ce rapport à la nation pour privilégier un rapport juridique à la nation. Et c'est là où il promeut le concept de patriotisme constitutionnel, qu'il n'a pas inventé, mais qu'il promeut dans les années 80, où il dit au fond, les citoyens d'un pays, les citoyens vont être transcendés par une conception juridique de la démocratie, c'est-à-dire que nous allons nous reconnaître en tant qu'individus, reconnus dans leurs différences, parce que nous vivons à l'intérieur d'un ordre juridictionnel, avec des principes constitutionnels qui consacrent le droit et la liberté des individus. Peu importe l'histoire, la fierté nationale, les codes culturels et spirituels qui nous transcendent, tout ceci doit être relégué au second plan, car c'est potentiellement dangereux. Il faut s'en tenir aux droits que réplique l'ordre constitutionnel. Bon. Et il dit, pour mettre en place cette conception juridique de la démocratie, il faut lever deux verrous. Le verrou de la souveraineté de l'État et le verrou de l'identité nationale. Sur la souveraineté de l'État, il définit les différentes conceptions de la souveraineté qui ont irrigué l'histoire intellectuelle de l'Europe. Il en définit 5. Il critique beaucoup la conception rousseauiste axée sur l'idée de volonté générale issue de la Révolution française. Et il dit qu'il faut en imaginer une 6e, ce qu'il appelle la souveraineté procédurale ou la souveraineté dissoute. Je cite Jürgen Habermas. La souveraineté dissoute, c'est l'idée qu'au fond, la souveraineté est une somme de compétences que l'on peut dispatcher, je caricature à peine, à différents niveaux, pourquoi pas à l'échelon supranational si nécessaire, si l'on veut construire l'Europe. Et non plus un ensemble de compétences qui, en dernière instance, sont du ressort de l'État-nation. Et puis, lever le verrou de l'identité nationale, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué auparavant, c'est justement l'idée que nous devons sortir d'une conception unitariste de la nation. Il critique beaucoup le concept phare au sein de la République française d'assimilation, et il dit qu'il faut imaginer des identités plurielles, une société dans laquelle plusieurs identités sont possibles et même plusieurs formes d'allégeance. Je cite Jürgen Habermas. Pour conclure et résumer mon propos, la démocratie, c'était le lien entre un peuple avec un grand P et une élite nationale. Le projet européen, c'est un lien entre des individus consommateurs et des juridictions chargées de défendre leurs droits, voire même de les étendre. Et donc, en guise de réponse, comment retrouver la démocratie, puisque à travers cette évolution, l'Union européenne ne défend pas la démocratie, mais ce que Rand Hirschel, politologue canadien, appelle une juristocratie. Nous sommes passés de la démocratie
nationale à la juristocratie européenne, pour faire en quelque sorte le chemin inverse, eh bien il faut restaurer les deux verrous que Jürgen Habermas nous a proposé de lever au tournant des années 90. Et pour lever ces deux verrous, je ne rentrerai pas dans l'architecture juridique qui nous permettrait de le lever, mais il faut restaurer donc la souveraineté des États. Ça ne veut pas dire nécessairement dynamiter la construction européenne. Il y a tout un ensemble de propositions qui existent et qui sont d'ailleurs mises sur la table aujourd'hui, par exemple, par les Polonais depuis quelques années, qui défendent une reconstruction de l'Union européenne sur la base du principe de subsidiarité, qui était quand même au cœur de la construction européenne que nous avons un petit peu oublié, qui visait aussi quand même à préserver la capacité d'action des États. Et puis le verrou de l'identité, je crois qu'il est important, au fond, de restaurer le patriotisme français, de restaurer le sentiment national. Si nous avons des élites qui ne défendent pas ou qui défendent mal la souveraineté nationale, c'est parce qu'il manque, au fond, le moteur de la volonté, qui est le fait qu'en dernière instance, je me sens responsable d'un peuple singulier qui s'appelle en l'occurrence le peuple français. Et que je ne vais donc pas jouer jusqu'au bout les règles que l'on m'impose si ces règles remettent en cause la sécurité et la prospérité de ce peuple. Et simplement pour terminer, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la présence de tout un ensemble de représentants de la Fondation Respublica qui ont bien évidemment ma sympathie. Je me souviens d'une tribune de Jean-Pierre Chevènement qui, au moment de la vente par l'État français à General Electric de la branche énergie d'Alstom, ça a quand même été acté par le décideur français, avait publié une tribune pour dénoncer la crise du patriotisme des élites françaises. Et donc moi je crois qu'il faut aussi retrouver un rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus fécond à l'histoire de France, à la fierté que nous avons d'être français, parce qu'il ne peut y avoir de démocratie, et ça Philippe Séguin l'avait aussi rappelé, sans un sentiment d'appartenance qui transcende un peuple et qui relie un peuple à ses élites.